Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Avant toute chose, sachez que plus de 215 000 candidats entament aujourd'hui les épreuves écrites du baccalauréat 2013 sur toute l'étendue du territoire. Le baccalauréat, on le sait, est un examen important qui permet aux élèves en fin de cycle secondaire d'accéder au cycle supérieur dans les universités et grandes écoles de formation. Et justement, ces candidats au baccalauréat 2013 n'ont pas intérêt à donner dans la fraude. Le message du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est très clair sur la question. Cette année, ce sera la tolérance zéro pour les fraudeurs à ces examens. Francis Boifou. Nous voulons de meilleurs taux de réussite à l'examen du baccalauréat cette année. C'est en substance le message de la tutelle aux candidats, parents d'élèves et surveillants à quelques heures des épreuves écrites. Les épreuves qui vont être servies sont tirées des programmes qui ont été administrés pendant l'année scolaire. Il faut bien lire le sujet pour faire le bon choix. Ce n'est pas un concours pour dire le nombre de places est limité. Il faut donc aller à ces examens-là sans pression aucune. Et je voulais inviter donc les parents à laisser les enfants faire leur travail. Je voulais inviter les enseignants à comprendre que l'examen rime avec justice et équité. Les conditions de travail doivent être les mêmes partout. Les conditions d'évaluation aussi doivent être les mêmes dans tous les centres. Il ne sert à rien de chercher à aider un candidat lorsqu'on est enseignant. Faire mieux que les 25,27% de réussite enregistrés l'an dernier. Mais le ministère n'entend pas baisser la garde sur la question de la lutte contre la fraude. Concernant les élèves, il y a des dispositions qui sont prévues. Selon la nature de la fraude, ils peuvent être frappés d'interdiction provisoire. Ça peut aller de 1 à 5 ans. Pour les enseignants aussi, eh bien, il y a les mêmes situations. Il y a des conseils de discipline. Le conseil de discipline de la fonction publique qui peut statuer sur les fonctionnaires, mais il y a aussi le conseil de discipline interne qui peut statuer sur les non-fonctionnaires. Ceux du privé, ils peuvent être frappés de radiation pure et simple. Cette année, ils sont plus de 215 000 candidats qui affrontent les épreuves écrites du bac. À ces candidats, la direction des examens rappelle que la possession du téléphone portable, même éteint dans le centre d'examen, constitue un cas de flagrant délit de fraude. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et de la Commission du Golfe de Guinée s'est ouvert hier lundi à Yaoundé, au Cameroun. Les travaux portent sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Plusieurs chefs d'État, au nombre desquels le président Alassane Ouattara, prennent part à la rencontre. Jérôme Kofi Aboulé. À 10 h, heure locale, soit 9 h, temps universel, l'avion du président Alassane Ouattara en provenance d'Abidjan s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Juste après l'accueil du président ivoirien au salon d'honneur, le cap est mis sur le palais du Congrès, cadre choisi pour accueillir le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Commission du Golfe de Guinée, CGG. À l'instar de ses pairs, le président Alassane Ouattara prend place pour le démarrage des travaux des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé, la capitale camerounaise, sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Une réunion qui se veut celle de la prise de conscience en vue de la mise en place d'une stratégie collégiale dans le but de parvenir à sécuriser pour de bon le golfe de Guinée, victime de plus de 34 attaques entre janvier et septembre 2012. Au nombre des allocutions, celle attendue du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ce, en sa qualité de président de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien est sans détour, évoquant la fermeté pour venir à bout de ce qu'il convient d'appeler la criminalité dans cette façade maritime. La criminalité dans le golfe de Guinée menace la circulation des hydrocarbures raffinés et des marchandises de valeur. Elle limite par ailleurs les investissements et entraîne inévitablement une augmentation des primes d'assurance avec pour conséquence des crises sociopolitiques graves liées au renchérissement des prix des produits de première nécessité. C'est pourquoi
J'invite la communauté internationale à faire preuve de la même fermeté dans le golfe de Guinée que celle affichée dans le golfe d'Aden, où la présence de forces navales internationales a permis de réduire drastiquement les actes de piraterie maritime. Il s'agit d'engager nos gouvernements dans la réforme du secteur de la sécurité, où le volet de la menace maritime est une priorité. À cet effet, nous devons renforcer nos capacités opérationnelles par l'acquisition de patrouilleurs, d'équipements conséquents dont la mutualisation permettra d'affirmer de manière dissuasive notre présence commune en mer. Tout comme le président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby Itno, en tant que président de la CEAC, suivi du président Paul Biya, hôte du sommet. Pour le président camerounais, la lutte pour vaincre la criminalité dans le golfe de Guinée doit surtout dépendre du bon sens et de la responsabilité de tous, ainsi que du respect des engagements à prendre dans ce sens. Et le président Paul Biya d'inviter ses hôtes à suivre une projection de film sur le golfe de Guinée avant de souhaiter plein succès aux travaux déclarés ouverts et à poursuivre à huis clos. On célèbre aujourd'hui, mardi 25 juin, la Journée mondiale des gens de mer. C'est l'occasion de saluer la contribution qu'apportent plus d'1 million de gens de mer partout dans le monde. Environ 90% des échanges commerciaux mondiaux sont effectués en haute mer ou sont en service des marins qui ont une vie à risque. On écoute le message du gouvernement ivoirien dans le cadre de la célébration de cette journée. Les propos ont été recueillis par Francis Boifou. Le travail en mer, un travail passionnant et risqué pour les marins et l'équipage, encore appelé gens de mer. Aujourd'hui, les nouvelles formes d'exploitation de l'espace maritime exposent davantage ces vaillants travailleurs à des risques inouïs et les poussent à plus de responsabilités face à la lutte contre la piraterie, le terrorisme en mer et à la survenance d'un accident du navire. Ils méritent donc notre admiration. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires, autorité maritime en charge de l'élaboration du droit du travail applicable à bord des navires, doit tenir compte des évolutions du droit du travail, des conventions internationales de l'OMI et de l'OIT. Elle doit veiller à assurer un accueil chaleureux aux marins en escale et à un service de bien-être et à la mise à disposition de moyens adéquats. La Journée mondiale des gens de mer vise à améliorer les conditions de travail en mer et à lutter contre les fléaux qui menacent la sécurité de la navigation maritime. Un mot d'économie, la République fédérale d'Allemagne vient d'annuler 252 milliards de francs CFA de dettes ivoiriennes. La signature de ces accords s'est faite lundi entre la ministre en charge de l'économie, Kabaniale, et l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette annulation fait suite à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, et c'est avec Jean-Jacques Kwame. C'est la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, représentant l'État de Côte d'Ivoire, et l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire qui ont paraphé ces accords. Ces accords portent sur l'annulation totale de la dette ivoirienne d'un montant de 252,1 milliards de francs CFA. Ils comprennent une annulation immédiate de 238,98 milliards de francs CFA et une annulation par conversion des dettes d'un montant de 13,12 milliards destinés au financement de la protection du parc de Komoué. Pour les signataires, ces accords vont contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'annulation est liée à une conversion de la dette en faveur de projets supplémentaires visant à la lutte contre la pauvreté et à promouvoir le développement durable. Ces actions traduisent le renforcement de la coopération entre nos deux pays et le désir de la République fédérale d'Allemagne de contribuer à la dynamique
de la relance économique engagée par le gouvernement ivoirien. Ces ressources seront utilisées de façon efficace afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté conformément aux objectifs du Plan national de développement. Cette annulation de la dette ivoirienne en fait suite à l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés obtenue le 26 juin 2012 à Washington. Un violent incendie s'est déclenché dans la zone industrielle de Koumassi hier lundi. 3 conteneurs transformés en ateliers de soudure ont pris feu suite à un coup-circuit. Doigt de laser nous en parle. Abidjan, zone industrielle de Koumassi. 3 conteneurs qui servaient d'atelier de soudure sont partis en fumée aux environs de 11 h ce lundi 24 juin 2013. Selon les témoins, les causes de cet incendie sont encore non identifiées. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. Tout le monde est allé manger. Ça nous retourne maintenant, on voit que le feu a envahi le coin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sinon, nous, on a mis nos matériels en sécurité et puis on allait manger. Le patron, de toute façon, il a été paniqué par le feu là. On ne sait pas où il est rentré à l'heure là. Il y a beaucoup de dégâts, les postes, tout ce que les matériels on travaillait ça plein, les gaz, tout ça là. C'est quoi on pouvait faire sortir. Nous, on a fait sortir des gaz avec les 3 postes à soudure. Tout le reste a pris feu. Plusieurs entreprises à proximité du lieu de l'incendie ont pu échapper au feu. Mais selon certains travailleurs, la présence des soudeurs dans la zone industrielle de Koumassi est un véritable danger pour leurs entreprises. Toutes les rues de la zone industrielle, surtout celles qui encadrent notre entreprise, sont occupées par des citernes et des ferronniers qui font leur boulot dans la rue. Cela a des effets négatifs sur notre travail parce que nous travaillons dans le textile. Ce qui veut dire que nous avons des tissus, du fioul qui alimentent régulièrement notre chaudière. Alors que ces ferronniers travaillent avec des étincelles qui ne sont pas protégées. Donc notre entreprise est vraiment confrontée à des situations d'incendie comme ce qui s'est passé. Les sapeurs-pompiers militaires alertés ont pu circonscrire le feu. Les enquêtes sont en cours par la police nationale afin de déterminer les causes exactes de cet incendie. Hors de nos frontières, l'Afrique du Sud reste suspendue à l'état de santé de Nelson Mandela, hospitalisé depuis 17 jours. Le héros de la lutte anti-apartheid, âgé de 95 ans, est désormais dans un état critique avec sa famille à son chevet. Le tourment persiste donc dans la nation arc-en-ciel qui se prépare au pire. Aux États-Unis, l'ex-consultant de la CIA, Edward Snowden, attend toujours l'asile politique. Reportage. À Hong Kong, la presse fait ses gros titres sur la folle cavale d'Edward Snowden. Dimanche, l'ex-consultant de la CIA, accusé d'espionnage par Washington, a quitté l'ancienne colonie britannique où il s'était réfugié, direction Moscou. Hong Kong a donc ignoré la demande d'extradition des États-Unis. Et selon son avocat sur place, c'est Pékin qui a orchestré ce départ. Une personne, un intermédiaire, lui a transmis le message. On lui demandait de partir, mais il avait l'assurance qu'il pourrait le faire sans être arrêté à l'aéroport. C'est en empruntant un avion de ligne qu'Edward Snowden est arrivé à Moscou. Mais à l'arrivée, aucune trace de lui parmi les passagers. Il n'a pas franchi la douane. Techniquement, donc, il est resté hors territoire. Ce qui permet aux Russes d'éviter de le livrer aux États-Unis. Dans son périple, Moscou n'est qu'une étape. Ce lundi, l'ex-consultant de la CIA devait s'envoler pour Cuba avant de poursuivre, peut-être, vers l'Équateur où il a demandé l'asile politique. L'Équateur qui accueille déjà Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, dans son ambassade de Londres. On analyse cette demande avec beaucoup de soin et de façon responsable. Cette affaire est liée à la liberté d'expression et à la sécurité des citoyens dans le monde. Edward Snowden et ses révélations sur les pratiques de la CIA. Une affaire décidément bien embarrassante pour Barack Obama. Washington n'a pas fini d'en mesurer les dégâts. Direction le Brésil, à présent, où la présidente Dilma Rousseff a proposé hier un référendum pour créer une assemblée constituante en faveur d'une réforme politique dans le pays qui est confronté à une crise sociale sans précédent. Et c'est sur ces mots que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.